Bruno Coleman, Paul Jorion, merci d'être dans notre émission Rebond sur l'actualité. On va rebondir à partir d'un de vos ouvrages, 2014, Penser l'économie autrement. Alors là, je m'adresse à tous les deux. Penser l'économie autrement, ça veut dire que l'économie classique tout fout le camp? Je crois que l'idée de ce livre, c'était plutôt de dépasser le stade technique de l'analyse d'une crise et de la positionner dans un cadre politique, historique plus général, avec la prise de conscience que 2008 n'était pas simplement qu'une crise des subprimes, mais qu'il y avait des paradigmes entiers qui devaient être repensés. D'autant plus que la crise des dettes privées s'était transformée en crise des dettes publiques, avec ce qui s'est passé dans le sud de l'Europe. Et donc on a voulu élargir le débat de manière un peu plus politique, un peu plus combative, en s'interrogeant sur le fondement et l'aboutissement de cet événement qui était quand même assez désastreux au niveau européen. Paul, peut-être un petit commentaire. Oui, l'initiative vient de Marc Lambrest, qui est donc au journal L'Écho, qui correspond un peu en Belgique, et qui s'appelait Les Échos en France, qui s'appelait autrefois L'Écho de la Bourse. Et l'idée, c'était que Marc Lambrest savait que Coleman et moi, nous avions des visions toujours extrêmement semblables sur l'aspect technique des problèmes, mais que sur l'interprétation politique, nous pouvions nous situer à des endroits un peu différents sur l'éventail politique. Et l'idée vient de là. Et c'est vrai que je crois que un des atouts de ce livre, c'est que nous ne perdons pas notre temps à dire « mais monsieur, vous ne comprenez pas tel ou tel problème, nous sommes d'accord ». Bruno Coleman connaît bien les problèmes, mais sur l'interprétation quant aux conséquences qu'il faut tirer sur un plan politique, économique, général, etc., là, il pouvait y avoir une différence. Alors, 3 ans plus tard, dans le livre, vous avez un peu critiqué quand même les politiques d'austérité. Est-ce que vous tenez le même discours ? Oui, encore plus aujourd'hui qu'avant, parce que quand on a le recul du temps et qu'on peut de manière paisible analyser ce qui s'est passé, l'euro a été un choix d'une monnaie désinflatée, donc récessionnaire, déflationniste, et on a voulu régler les problèmes de l'euro en imposant la rigueur et l'austérité, surtout dans les pays du Sud. En fait, c'est l'homogénéité de la monnaie qui a conduit à ce que les pays les plus forts, ceux du Nord, imposent une discipline budgétaire aux pays du Sud. Alors cette réalité a conduit des millions de personnes au chômage. Et donc quand on tire la synthèse de cette politique d'austérité, en fait on a privilégié le capital, la stabilité de la monnaie, au détriment du travail qui s'est donc payé par du chômage. Finalement, la Banque centrale européenne a réinjecté de l'argent. Ça s'est fait en 2015, alors que l'ouvrage a été publié un peu plus tôt. Et donc, on a pu rétablir un équilibre monétaire. Mais la trame récessionnaire de l'euro est encore très présente. Et d'ailleurs, on le verra, à mon avis, encore dans les prochains trimestres, quand les actions des banques centrales, et en particulier celles de la Banque centrale européenne, se seront atténuées. Et donc voilà, l'euro, et ça c'est sans doute un élément que je n'avais pas bien mis en évidence dans le livre, en tout cas je n'avais pas formulé une pensée complète ou abouti à ce sujet, c'est que derrière l'euro, il y a un projet politique d'une monnaie adaptée à une population vieillissante, c'est-à-dire une monnaie qui ne veut pas d'inflation, qui ne veut pas de perte de pouvoir d'achat. Et donc c'est bien le travail qui a été sacrifié en partie au profit du capital. Là, je pense que Paul Jorion va être d'accord. Oui, non, je suis d'accord, mais il y a un aspect peut-être supplémentaire. C'est le fait qu'on a accepté de créer une zone liée à une monnaie sans fédéralisme, et dans un cadre où on a continué à mettre en avant l'idée d'une compétition, d'une concurrence entre les différents États, au point qu'au sein de la zone euro, il y avait, par exemple, encore des paradis fiscaux, ce qui voulait dire qu'on acceptait le principe de la zizanie à l'intérieur de ce qui devrait, normalement, une monnaie doit faire un front uni vis-à-vis du monde extérieur, à la fois pour les entrées et pour les sorties, et non, on a accepté ce cadre, c'est-à-dire qu'on allait faire tout ensemble dans un cadre de solidarité, sauf qu'on allait tous se tirer dans les pieds, ce qui évidemment n'était pas la formule, et on continue à en payer toujours les conséquences. Alors je me retourne vers vous, Monsieur Coleman. On sait qu'il va y avoir un changement à la tête de la Banque centrale européenne. On sait que Mario Draghi avait été quand même intervenu au moment de la crise des dettes européennes pour, on va dire, un peu changer, malgré tout, si ce n'est la philosophie, un petit peu les us et coutumes, je dirais, de la Banque centrale européenne. On parle d'un potentiel président allemand. Ça vous inquiète? Ça vous titille? Ça vous interroge? Mais
C'est interpellant de se demander pourquoi la nationalité d'un patron d'une banque centrale est un élément important. Si c'est important, c'est qu'il y a une trame nationaliste, ou en tout cas un courant de pensée derrière la Banque centrale européenne, et c'est effectivement le cas, parce que c'est vrai que Mario Draghi a, comme il a dit, sauvé l'euro. Il a pris ses fonctions néanmoins en 2011, il a fallu attendre 2015 avant qu'on ne commence à injecter de la monnaie, alors que de manière évidente, on était tombé en déflation, ou en désinflation à tout le moins. Et donc c'est à son corps défendant, à mon avis, qu'il a mis en œuvre cette opération, et contre l'avis des Allemands. Alors qu'un Allemand revienne maintenant à la Banque centrale européenne, c'est une chose, mais si c'est pour avoir de nouveau une politique monétaire qui distille un parfum d'austérité et de rigueur, alors que nous sommes quand même à la fin d'une crise, mais pas du tout dans la prospérité, ce serait plutôt inquiétant. Il faut effectivement savoir ce que la Banque centrale européenne va faire maintenant. Et je pense que si on avait une politique homogène, c'est-à-dire qu'on soit un peu plus keynésien, mais ça, Paul Jorion pourra en parler avantageusement, et un peu plus souple monétairement, on pourrait sans doute avoir quelque chose qui soit politiquement acceptable, mais il y aura des tiraillements, comme Paul Jorion l'a dit, entre différents courants politiques. Alors je rebondis sur la réponse aussi tout à l'heure de Paul Jorion. Est-ce que ça ne veut pas dire que pour que l'Europe fonctionne, dans votre livre, hein, c'est quelle banque centrale pour l'Europe, est-ce que ça ne veut pas dire que tant qu'on n'aura pas un noyau, on va dire fédéral, on n'aura pas une Europe un peu en difficulté pour gérer les vraies questions économiques? Oui, certainement. Ce que Draghi a fait, et qui, en 2012, si j'ai bon souvenir, et qui a sauvé la zone euro, et ça lui a été reproché abondamment par les Allemands, et en particulier par Jens Weidmann, qui est le candidat à la succession de Draghi, puisqu'il est président de la Bundesbank maintenant, on a reproché à Draghi d'avoir joué le rôle d'un président de l'Europe, de président en tout cas de la zone euro. Or, il fallait bien que quelqu'un joue ce rôle. Il l'a fait, mais les institutions n'étaient pas là. Et on lui reproche de le faire. Par ailleurs, sur la question de l'Allemagne, je rappelle une réflexion de Keynes, et c'est à l'hiver 1940, le Blitz tombe sur Londres, et il est dans son bureau à Londres, et il est en train d'écrire ceci après la guerre. Il envisage déjà, c'est un monsieur qui a vraiment des perspectives, c'est vraiment un visionnaire. Après la guerre, l'Allemagne redeviendra automatiquement la principale puissance économique, mais il faudra l'empêcher de devenir une puissance hégémonique imposant son point de vue aux autres. Il écrit ça en 1940, sous les bombes. C'était vraiment un visionnaire. Est-ce que la difficulté actuelle qu'a Angela Merkel, donc la partie politique, peut laisser presque, je dirais, encore plus de liberté au pouvoir monétaire? Alors moi, je suis adepte de l'idée de dire qu'une banque centrale, y compris la Banque centrale européenne, n'est pas indépendante, mais plutôt autonome, que les liens existent évidemment entre le pouvoir politique et le pouvoir monétaire. Avoir un pouvoir politique monétaire allemand un peu plus fragile, ou en tout cas fragilisé, est-ce que ça pourrait redonner encore un peu plus d'indépendance, si j'ose dire, du côté des autorités monétaires, si c'est un président allemand? La question, c'est d'abord de savoir s'il faut une banque centrale indépendante, alors que finalement, elle ne l'est pas du tout, puisqu'elle a créé de la monnaie en achetant des obligations publiques émises par les États dont elle est dépositaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'euro n'a pas d'avenir sans que le couple franco-allemand fonctionne correctement, avec une vision politique qui soit cohérente, congruente, je dirais. Et le fait que le SPD allemand gouverne maintenant avec la CDU est peut-être l'illustration du fait que le lien avec les Français va se faire de manière plus harmonieuse. Ça reste bien sûr à démontrer, mais finalement, ce qu'il faudrait avoir maintenant, c'est une logique budgétaire, une logique de politique économique qui soit plus intégrée, qui ait des institutions sur lesquelles il peut se reposer, plutôt que de simplement espérer que la Banque centrale européenne, qu'on veut indépendante sans qu'elle le soit, tienne, comme l'a dit Paul Jorion, l'euro à bout de bras, faute d'institutions cohérentes. Donc finalement, c'est un grand plan qui attend maintenant l'Europe, tant en termes d'institutions que de cohérence budgétaire, que de cohérence de politique économique, avec sans doute un soutien monétaire qui va s'atténuer, parce que la monnaie ne peut pas tout faire alors qu'on parle d'économie réelle. Est-ce qu'on pourrait imaginer à terme une banque centrale européenne comme la Fed qui aurait un objectif plus de croissance? Il faudrait, finalement, il y a une question, et Stiglitz d'ailleurs l'a bien démontré dans son dernier ouvrage consacré à l'euro, encore qu'il s'est trompé parce qu'il a dit que l'euro disparaîtrait avant 2017, mais il a parlé du fait que c'est foutu pour l'année passée, mais c'est une question d'idéologie. C'est-à-dire que si l'idéologie de l'euro avait été la recherche du plein emploi,
de l'amplification de la quantité de travail ou de la qualité de travail, plutôt que simplement la désinflationnisation du capital pour protéger des rentiers allemands, ben on n'en serait pas là. Si l'euro avait été introduit dans les années 60, il aurait sans doute eu un avenir plus radieux que ce qui s'est passé maintenant, parce que la population est vieillissante. Et donc je pense on va devoir à un moment étendre, peut-être sans l'écrire, parce que les traités sont quasiment immuables, mais on va devoir, sans l'écrire, peut-être intégrer des paramètres plus larges comme l'emploi, le plein emploi, voire le cours de change dans la gestion de la monnaie. Alors, Paul Jorion, si on a du mal à utiliser la politique monétaire pour l'emploi, est-ce que le numérique, l'intelligence artificielle, la révolution qui s'annonce va être bénéfique pour l'emploi ? Pour l'emploi, non, probablement non, puisqu'il y a un mouvement séculaire, même millénaire, de disparition de l'emploi parce que nous sommes extrêmement créatifs, nous nous remplaçons par des machines. Et il y a eu un saut tout à fait extraordinaire. C'est le moment, au début des années 80, quand les employés, quand les gens qui travaillent, normalement, commencent à être en interaction avec des ordinateurs personnels. Il y a eu un saut de productivité extraordinaire parce que soudain, bon, le pouvoir était non seulement décuplé, multiplié par 100, etc. Mais on a abandonné une vieille politique qui était de rémunérer les gens en fonction de leur productivité. Et là, on a considéré que comme c'était multiplié par 1000, on ne pouvait pas le faire. Et là, il y a eu un décrochage dont nous voyons maintenant les conséquences, c'est-à-dire que la question était déjà posée aux États-Unis dans les années 60. Il va falloir déconnecter les revenus des gens qui étaient des salariés du travail qu'ils exercent parce que le travail va disparaître maintenant de manière massive. Et il ne s'agit pas simplement d'intelligence artificielle qui est relativement marginale dans le processus. Non, c'est simplement l'informatique de type classique. Les sténodactylos ont disparu entièrement. Elles n'ont pas été délocalisées en Chine ou au Vietnam. Elles ont disparu entièrement. Et ce sont des processus d'informatique absolument classiques qui l'ont fait, des dictionnaires, la possibilité de remplacer un caractère par un autre sur un écran, tout ça n'avait encore aucun rapport avec l'intelligence artificielle et ce processus est encore en train d'avoir lieu. Est-ce que l'emploi ne va pas se trouver du côté d'une croissance plus écologique, croissance verte? Est-ce qu'elle ne va pas générer des emplois? Mais la question de la croissance doit être posée en tant que telle aussi, parce que nous savons bien qu'il y a ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire tout ce que ça coûte à notre communauté, le fait de faire telle ou telle chose. Un exemple très simple qu'on cite dans la littérature, un monsieur trouve qu'en brûlant des pneus, il va faire de l'électricité, et il gagne très bien sa vie en brûlant des pneus, mais tout autour, les gens courent à l'hôpital parce qu'il est en train de les intoxiquer. Tout ça n'entre pas encore en ligne de compte, il faut l'intégrer, parce que nous arrivons aux limites de ce qu'on appelle la capacité de charge d'une espèce, la nôtre, c'est le fait que notre planète commence à craquer aux coutures par rapport à ce que nous faisons sur sa surface. Donc le dernier qui s'en va éteint la lumière. Merci Paul Jorion et Bruno Coleman d'être venus. Et on donne rendez-vous aux étudiants maintenant en amphi RS 348 pour le débat avec vous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Didier.